J'ai invité un spécialiste de la nuit, Frédéric Becbédé. Oui, bonjour. Votre point de vue, Frédéric Écoutez, je trouve absolument scandaleux d'interdire la nuit. Je suis personnellement pour la suppression du jour et également pour la suppression des réveils matins. J'aimerais qu'on ait un peu le temps d'en parler. On mesure d'ailleurs la performance, votre présence ici à 7h43. Ça a été le résultat d'un effort, d'un travail d'équipe avec aussi plusieurs personnes qui sont venues me chercher. Ça demande vraiment beaucoup de travail et je les en remercie moyennement. Il y a eu en tout cas un travail d'équipe pour décider si vous étiez ou non digne d'être un invité de France Culture. Je dois dire que c'est d'ailleurs la première fois que vous êtes invité au matin, alors que vous décrivez des bribes d'interviews que vous avez entendues dans vos chroniques. Parce que oui, vous publiez vos chroniques. La frivolité est une affaire sérieuse. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous dites que vous écoutez France Culture. Une fois, vous aviez surpris une interview de Pierre Rosanvallon, qui est effectivement plus fréquent sur cette antenne que vous, parce que on voulait savoir en fait s'il était possible de théoriser la légèreté. C'est un peu ce que vous tentez de faire dans ces chroniques. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez comme ça ce rapport étroit avec la frivolité. Tout d'abord, effectivement, je vous remercie beaucoup de m'inviter pour la première fois de ma vie. C'est vrai que je pense que c'est dû au titre du livre. Le titre La frivolité est une affaire sérieuse. C'est probablement le dernier mot, le mot sérieux qui vous a donné qui a retenu mon attention. Tout d'un coup de me recevoir. Et pour moi, c'est une sorte de promotion sociale et l'aboutissement de toute une vie. Ce matin est l'apothéose de mon travail. Et je vous en remercie infiniment. Pourtant, vous savez, la tradition que vous représentez à toute cette dignité, il y a une longue liste de gens qui ont fait des chroniques, des chroniqueurs mondains, chroniqueurs de la nuit. Ça existe dans le monde littéraire. Bien sûr, mais sur France Culture, peut-être un petit peu moins. En tout cas, non, bien sûr, je revendique une forme de futilité que je trouve assez agréable en littérature. Et je m'inscris dans le droit fil de mes idoles, Françoise Sagan, Boris Vian ou Scott Fitzgerald. Ce sont mes maîtres, ce sont des gens qui ont élevé la frivolité au rang d'art suprême. Ce n'étaient pas que des gens frivoles d'ailleurs, et souvent la frivolité va de pair avec la mélancolie, peut-être aussi avec une lucidité cruelle. À certaines heures du jour, mais surtout de la nuit, quand les Chinois n'auront pas encore installé leur soleil nocturne, eh bien on peut sans doute écrire différemment. On écrit différemment parce qu'on est dans un autre état, parce qu'il y a une autre vérité, une forme de beauté peut-être plus perverse ou plus riche. Et vous expliquez, Frédéric Becbédé, que tous ces gens-là, Sagan par exemple, Vian probablement un peu moins, mais enfin, en tout cas, cette catégorie d'auteurs ont écrit pour ne pas travailler. Je crois que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine de l'écriture, il y a d'abord une maladie qui consiste à penser qu'on a quelque chose à dire ou à se mettre en retrait du monde. Et la nuit le permet peut-être mieux que le jour. Et donc il y a un mystère de la légèreté en littérature, et j'espère que nous allons arriver ensemble à le percer à jour. Alors, pour montrer qu'il y a une longue tradition en ce sens, vous débutez ce recueil de chroniques, Frédéric Becbédé, par l'évocation d'un romancier chroniqueur, donc une sorte d'alter ego, un glorieux prédécesseur, Bernard Franck. On écoute sa voix et puis on va rappeler aux auditeurs qui il était. Vous dites, chaque livre chichement concédé est une rechute. J'ai bien aimé ça. C'est-à-dire chaque livre de l'écrivain Bernard Franck qui considère ça que c'est une rechute. Pourquoi? Je ne sais pas. Au fond, peut-être parce que j'avais écrit dans mon premier livre tout ce que j'avais à écrire. Et puis, au fond, on se répète beaucoup. Oui, au fond, vous faites toujours le même livre. Un peu, oui. Un peu, oui. Quitte à contredire ce que vous... à dire le contraire, mais au fond, toujours autour des mêmes idées. Oui, finalement, les pensées sont assez obsessives. Et alors... ça revient toujours après, c'est un tour circulaire qui revient au point de départ, quoi. Alors, vous dites aussi une question d'argent. Il y a le temps qui joue. Le temps me sert de... Le temps, je veux dire, la chronologie, me sert de péripétie, quoi. Je voudrais dire simplement de votre livre, parce que je vois quand même que vous avez beaucoup de difficultés à en parler, alors je vais, moi, en parler un petit peu. Dire ceci, c'est que ceux qui aiment
les gros livres, alors bien carrés ou bien ronds, avec 3 ou 4 grands personnages, et puis avec beaucoup de suspense. Alors, je leur dis tout de suite, ne lisez pas seul. Il faut surtout pas lire ce livre. Alors, c'était donc Bernard Franck, Oui. évidemment, apostrophe. On entend la voix de pivot. C'était en 1980. Bernard Franck était, comme on dit dans le métier, un client épouvantable, ce qui n'est pas votre cas, Frédéric Becbédé. Et c'était un écrivain qui a failli être un écrivain majeur, mais il a toujours failli. Ça a été, en quelque sorte, son point d'honneur. Vous dites à un moment d'un personnage que l'échec lui est monté à la tête. C'est un peu Oui. le cas de Franck. En même temps, je ne suis pas tout à fait certain de cela, parce que moi, quand je relis Un siècle débordé ou Solde, je vois vraiment de très très grands livres avec une pensée à l'œuvre, un style certes nonchalant, digressif, mais extrêmement libre, et c'est une intelligence qui fonctionne, qui est en marche. Et j'ai trouvé très émouvant d'entendre sa voix, parce que en fait, on dirait vraiment Sagan en mec. Il avait exactement la même voix Ils que habitaient François ensemble. Sagan. Oui, oui. Et une espèce de façon timide, mais séduisante, de bredouiller. Et ça rappelle aussi quelqu'un comme Patrick Modiano. Et Patrick Modiano n'a rien de léger, ni de paresseux. Mais pourtant, ce sont des livres extrêmement fragiles qu'il publie régulièrement et qui semblent se répéter aussi. Je m'aperçois que mon livre aurait pu s'intituler autrement « La nonchalance est un travail à plein temps ». En tout cas, il s'intitule « La frivolité est une affaire sérieuse » et vous classez les écrivains en 2 catégories. Vous dites qu'il y a les médiatiques et les discrets. Quelle différence faites-vous entre les deux ? Comment finalement ce rapport au monde façonne l'écriture selon vous, Frédéric Becbédé ? J'ai l'impression qu'il y a 2 camps et que, par exemple, les discrets ne seraient pas ici ce matin, ils seraient quand même encore au fond de leur lit. Et il y a toute une série d'écrivains qui refusent ou qui ont refusé de s'exprimer dans les micros, sur les plateaux de télévision. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux, beaucoup de respect. Pour qui, par exemple ? Je sais pas, Maurice Blanchot, J.D. Salinger, Thomas Pynchon, il y a toute une série d'auteurs qui ont fait ce choix de retraite. Parfois, on évolue dans la vie, par exemple, Modiano. C'est vrai, Modiano ou Le Clésio alternent. Parfois, on sent qu'ils en ont marre, qu'ils ont envie de disparaître, puis ils reviennent régulièrement. Ou peut-être c'est leur maison d'édition qui leur tord le bras, je ne sais pas. Et alors, vous, mine de rien, donc, vous avez été très médiatique, vous avez même été animateur de télévision, Frédéric Becbédé, et puis vous êtes entré dans une période de jeûne médiatique, pas de jeûne absolu, mais de jeûne relatif. N'exagérons rien, oui. En tout cas, vous avez quitté Paris, et Oui. vous avez découvert une autre vie après les attentats de 2015. Expliquez-nous laquelle. Oh non, c'est pas. Enfin, ça a mis un certain temps. Hein. Ça c'est long à organiser ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai changé de vie. Ce livre raconte l'évolution de quelqu'un sur une vingtaine d'années. Au départ, quelqu'un qui visiblement aime bien sortir dans des lieux parfaitement superficiels et qui, à la fin, se retrouve dans un jardin au bord de la mer à éduquer des enfants en bas âge. Donc c'est amusant parce qu'on peut dire que c'est un recueil de non-fiction, de beaucoup de textes sur la société, mais en même temps on y voit l'évolution de ce jeune branché vers une déconnexion partielle. Si bien qu'en fait, il y a 3 périodes pour vos textes, avant 2015, 2015 et après 2015. Et comment les attentats de 2015 ont changé votre vie, Frédéric Becbédé ? Il y a un choc certain. C'est d'abord le fait d'avoir des amis qui se font assassiner en janvier, puis ensuite de voir encore d'autres amis mourir en novembre, mais surtout ce sont des symboles, c'est-à-dire que ce qui est attaqué, c'est précisément un peu tout ce que je fais, c'est-à-dire d'abord la satire, se moquer de tout, plaisanter librement sur des choses plus ou moins graves ou importantes, et puis ensuite l'idée de sortir, d'être assis à la terrasse d'un café en train de boire un mojito avec des jolies filles, et ensuite d'aller voir un concert de rock, ou même un peu plus tard, les attentats d'Orlando au Pulse et d'Istanbul au Reina, donc 2 discothèques, et c'est aussi des endroits où j'ai passé pas mal de temps, les boîtes de nuit, et donc me dire que même quand on va dans une boîte de nuit, on n'est pas à l'abri
tout ça m'a rendu certes un petit peu paranoïaque et on voit aussi se transformer un fêtard en trouillard, sans doute, ou en tout cas en quelqu'un qui veut défendre ce mode de vie. Donc le livre est vraiment divisé en 3 et on voit d'abord la description de ce mode de vie, puis ensuite on voit cette personne un peu légère et écervelée se transformer en homme engagé. Et alors, engagé jusque dans la modification profonde de son existence, puisque vous êtes devenu un quasi-apôtre de la décroissance. Alors, je pourrais dire un adepte de Pierre Rabhi, mais en ce moment, il y a beaucoup de polémiques autour de Rabhi, donc je vais mettre Rabhi de côté. En tout cas, vous êtes parti dans le Pays Basque, vous avez changé de vie. C'est mieux maintenant, Frédéric Beigbeder ? Oui, moi je trouve que c'est mieux maintenant pour ma santé et pour mon équilibre personnel. Je ne donne aucune leçon et je garderai bien d'essayer d'être un exemple parce que ce serait trop fatigant. Mais je crois ne pas être le seul à m'apercevoir que vivre dans une grande ville est une absurdité et qui rend malheureux, stressé et qui en plus empêche de respirer de l'air pur. Donc il me semble qu'avec... précisément avec certaines technologies nouvelles, on peut se retrouver. Mais alors des technologies en général, d'ailleurs, vous n'aimez pas, puisque vous n'êtes pas véritablement un supporter du nouveau monde. Vous préférez de loin l'ancien. Expliquez-nous pourquoi. Alors, l'ancien monde, en fait, c'est le nom qu'on donne au monde. Et puis, le nouveau monde, c'est sa fin, pour moi. Le nouveau monde, si on définit le nouveau monde comme étant celui de la révolution digitale, de la dématérialisation de toute la culture, disponible dans sa poche, de la transformation de chaque être en exhibitionniste numérique, surveillé par des grandes entreprises américaines et ciblé par des messages publicitaires ou par des mensonges. Donc, si c'est ça le nouveau monde, effectivement, moi je trouve qu'il est à fuir. Je pense d'ailleurs qu'il est complice de notre autodestruction globale. Bon, mais vous aviez déjà dénoncé cette possibilité du nouveau monde dans 99 francs et ça n'a rien changé, Frédéric Beigbeder. C'est vrai, alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu vexant ce que vous me dites là, mais oui, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un roman satirique un peu brutal dans lequel je disais que la publicité nous conduisait à une apocalypse à brève échéance. Aujourd'hui, les choses n'ont fait qu'empirer et l'apocalypse est maintenant. It is now. Donc oui, c'est un peu humiliant pour moi, mais en même temps, je suis assez fier car c'était une des rares fois dans ma vie où j'ai dit quelque chose qui était cohérent. Vous l'avez même écrit, on vous a dit à l'époque d'observer un jeune d'écriture pendant une vingtaine d'années, conseil que vous n'avez pas suivi. Non. C'est vrai, et peut-être aurais-je dû, mais je n'ai pas pu m'empêcher de gribouiller, d'écrire. Je suis assez insupportable si je ne le fais pas. J'ai remarqué ça. Si j'écris pas tous les jours, je deviens quelqu'un d'invivable. Donc malheureusement, j'ai continué. Mais alors, justement, parce que finalement, dans ce nouveau monde, malgré tout, la littérature continue à exister. D'ailleurs, on va en parler dans une dizaine de minutes, parce qu'on va parler notamment de la sélection qu'ont fait l'Obs et France Culture pour la rentrée littéraire. Il y a un mystère dans cette survivance, mais aussi d'ailleurs dans les métamorphoses de la littérature, Frédéric Beigbeder. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'on a, heureusement, en France en particulier, un amour de la littérature, un besoin de lire, d'écrire, de parler, de contester, de se plaindre. Et c'est merveilleux. Oui, je ne sais pas pour quelle raison je suis tombé très tôt dans ce problème. Et j'ai toujours eu besoin d'écrire, de prendre des notes, d'espionner autour de moi, d'essayer de conserver quelque chose. De faire de la critique littéraire. Et vous vous rappelez d'ailleurs dans ces chroniques, Frédéric Beigbeder, à quel point ces chroniques vous ont fait mener une vie parfois compliquée, quand vous critiquiez tel ou tel livre, quand vous étiez peu amène, par exemple pour le bouquin de celui qui allait devenir votre patron, ça c'était sur Canal+. Oui, c'était amusant. J'avais écrit une critique pas très aimable sur un monsieur qui après est devenu PDG de Canal+, et après je me suis retrouvé dans son bureau, il voulait me scalper, donc je suis allé dans son bureau avec un casque de moto. Et finalement, ça s'est bien passé. Il a eu de la pitié pour le peureux que vous étiez. Et j'ai toujours mes cheveux.
Lorsque l'on fait de la critique littéraire, c'est qu'on croit en la littérature. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, je crois que je ne crois pas en grand-chose d'autre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a là peut-être la dernière forme de résistance de l'être humain face à ce nouveau monde. Et alors, qui sont les plus beaux exemplaires de résistance selon vous? Mais j'aime beaucoup la littérature classique. Donc je pense que j'imagine, vous savez, à la fin de Fahrenheit 451, il y a le livre de Ray Bradbury, il y a des hommes livres qui se réunissent dans une forêt. C'est la fin du monde, des pompiers brûlent les livres partout, et puis il y a quelques hommes qui ont appris par cœur, notamment la vie de Henri Brulard de Stendhal, et qui errent dans ces forêts en récitant ces textes classiques. Et je crois que cette image-là résume bien notre époque. C'est à peu près ce qui est en train d'arriver. Il y aura quelques groupes d'humains qui réciteront Charles Baudelaire ou Gatsby le Magnifique ou le journal de Jules Renard, et ils seront dans des endroits reculés, retirés, à la campagne, pendant que le reste du monde les oubliera ou les chassera. La littérature est toujours là, la fiction un peu moins. Ça dépend des goûts. Personnellement, c'est vrai que je n'ai pas réussi à écrire de vraies fictions imaginatives, complètes. Il m'est arrivé dans mes livres parfois d'avoir des parties ou des chapitres inventifs. C'est le cas dans Une vie sans fin, mon dernier roman, où il y a une deuxième partie du livre qui bascule dans le fantastique. Mais sinon, vous avez raison, j'ai toujours développé une sorte d'écriture autobiographique ou satirique de moi-même, où j'exagère mes défauts. Pourquoi ? Il faudrait demander à ma psy. Je pense apparemment, vous en avez vu une brièvement, donc c'est insuffisant. Et puis on va pas l'appeler maintenant, elle doit dormir. Vous avez raison que ce n'est jamais assez. Mais j'ai sans doute envie qu'on me contredise en disant beaucoup de mal de moi, et je n'obtiens pas ce résultat. C'est désastreux.